tous. Bienvenue à la présentation de 2h30. C'est un grand plaisir que je vous présente Sam. Merci, Nicolas. Bien, merci tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de pilules pour maigrir. Fait que j'espère que le dîner était bon. Le plan de match, en gros, je vais vous présenter. Je vais d'abord me présenter. Ensuite, vous parler un petit peu de l'arnaque. C'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Puis comment est-ce qu'ils essayaient justement de soutirer de l'argent à leurs victimes? On va en profiter après pour parler un peu d'OSINT, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi un peu les sources d'OSINT. Et ensuite, comment le cycle du renseignement peut nous aider un peu dans notre planification puis nos enquêtes. Puis on va finir avec la partie peut-être, en tout cas personnellement, que je trouve plus intéressante, qui est un peu les étapes là, qui nous ont permis de, en partie, vous allez voir, mettre la lumière sur qui étaient ces fraudeurs et fraudeuses-là. Donc, sans plus tarder, donc mon nom est Sam Harper. Je suis journaliste pour un média indépendant qui s'appelle Pivot. Je fais principalement de l'enquête, je couvre différents sujets. J'ai aussi confondé Cybercitoyen. Pour ceux et celles qui étaient là hier, ma collègue Catherine Dupont-Gagnon a présenté sur la violence technologique. Donc, ensemble, on produit un balado qui s'appelle lui aussi Cybercitoyen. On offre des formations, principalement un peu de BA, le ABC là, de la cybersécurité, puis surtout de sensibilisation. Puis on fait aussi de l'accompagnement de personnes qui sont victimes de violences technologiques pour les aider justement à sécuriser leur compte, faire attention à leur vie privée, etc. Donc, des fois, on fait des erreurs dans sa jeunesse. Il y en a certains qui tombent dans l'enfer de la drogue, d'autres qui s'inscrivent en médecine. Moi, c'est ça que j'ai fait. Et après quelques années de pratique, j'ai défroqué. Et donc, j'ai quitté ma pratique de médecin de famille. Je suis retourné au cégep faire un DEC technique en informatique, ce qui m'a amené finalement à faire du journalisme. On pourra s'en expliquer le pourquoi autour d'une bière, mais ça prendrait l'heure pour le faire. Donc, si vous êtes sur le Discord du Hackfest, on peut me trouver sous le nom de Acetum, qui veut dire vinaigre, si vous vous posez la question. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais sur Facebook, Gino Chouinard vend des pilules. Gino Chouinard, c'est un des animateurs de Salut Bonjour, qui est une émission très populaire, il paraît. Je ne l'ai jamais vraiment écoutée. Mais c'était des publicités qui étaient visibles sur Facebook, principalement de Gino Chouinard. Il y avait d'autres célébrités de l'Empire québécois, donc principalement des vedettes là, de TVA puis de Cube Radio, qui étaient utilisées pour vendre différentes pilules sur Internet. Et il y avait quand même de la recherche qui était faite là-dedans. Comme une des publicités, par exemple, montait Nathalie Simard, qui parlait de son régime, puis que grâce à ses pilules via keto, elle avait réussi à perdre je ne sais pas combien de livres. Il y avait Claude Legault qui parlait de ses dysfonctions érectiles, puis qui montrait la pilule miracle qui l'avait aidé. Puis toutes ces publicités Facebook-là dirigeaient vers des boutiques en ligne, une multitude de boutiques, là, il y avait plusieurs boutiques. Puis ce qui arrivait quand les gens s'achetaient ces pilules-là parce que Gino Chouinard ou Claude Legault ou Nathalie Simard leur avaient assuré que c'était bon, bien, ils achetaient une bouteille, mais ils s'en faisaient envoyer 5. Fait que là, déjà, la facture, elle passait de peut-être 50 $ à 250, 300 $. Et ils se réalisaient un mois plus tard que finalement, c'était un abonnement parce qu'on leur en a envoyé un autre 5 ou 6 bouteilles. Fait que souvent, les factures montaient assez rapidement. Et à un moment donné, des journalistes de l'émission JE nous ont approchés pour dire « Hey, pouvez-vous nous aider à trouver qui est derrière ça? » Je vais vous avouer que quand ils nous ont contactés au début, j'ai dit, bien, ça serait le fun, mais je n'avais pas grand espoir. Mais on a dit, on va essayer. On va au moins comme faire la job là, de chercher. Puis on a quand même été agréablement surpris dans ce qu'on a réussi à trouver dans cette enquête-là. Fait quand on a regardé au début, nos premières constatations, c'est que les publicités Facebook étaient attachées à des sites web un peu bizarres. Les journalistes nous ont fourni des captures d'écran de plusieurs publicités. C'était tous des noms de domaines un peu bizarres, genre Discover Android, ça en était un qui revenait souvent. Il y en avait un de réparation de vitrines, de pare-brise de Tesla. Puis il y avait comme une page sur ce site web-là qui était l'espèce de fausse publicité, donc soit une fausse page du journal 7 jours, soit un article qui avait l'air journalistique là, qui vantait le produit en question. Les sites web, à la base, sur le nom de domaine, c'était du contenu cloné. Fait que, au début, je disais « Ah, mais ça existe pour vrai, cette pharmacie-là », pour réaliser finalement que, sur, par exemple, le nom de domaine Discover Android, il y avait juste copié le site web d'une vraie pharmacie localisée à Montréal. Il y avait 2 ou 3 sites web qu'on retrouvait clonés à plusieurs endroits. Il y en avait un qui était des produits cosmétiques. Il y en avait un autre, c'était une compagnie qui faisait de la livraison de nourriture. Fait qu'il y avait 2 ou 3 sites web
valides, là, des vrais sites web. Puis l'autre chose qu'on a réalisé assez vite, c'est que c'était des noms de domaines qui avaient été abandonnés. Fait que c'était des noms de domaines, de vrais sites web, que soit l'entreprise a fait faillite, soit la personne n'a pas renouvelé son nom de domaine, et à ce moment-là, il était réacheté. Puis tout, on remarquait quand même certains détails qui revenaient souvent. C'est souvent dans la même fourchette de date que les noms de domaine avaient été achetés. Et à ce moment-là, ces publicités-là, eux, faisaient lien vers un réseau de boutiques en ligne. Là, j'en ai au moins une centaine à peu près de boutiques différentes. Donc, avant de continuer plus loin sur ce qu'on a trouvé par la suite, on va parler un petit peu d'OSINT. Donc, le terme OSINT, c'est un acronyme anglophone, donc qui veut dire Open Source Intelligence. On pourrait le traduire par renseignement de source ouverte, mais c'est assez rare là, que j'entends utiliser ce terme-là, mais ce serait le terme français pour ça. Donc, il est en deux parties. La première partie, c'est renseignement. Donc, ça, probablement que les gens à la table là, du CST pourraient nous en parler plus. C'est la production d'informations utiles qui va permettre à des personnes spécifiques de prendre des décisions. En anglais, on parle de « actionable information », fait que c'est de l'information qui te permet d'agir. C'est un peu différent de ce que moi je fais dans ma vie de tous les jours, parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas analyste au SCRS ou pour une compagnie de threat intelligence, par exemple. Donc, ce n'est pas tellement du renseignement. Moi, ce que je fais, c'est des articles journalistiques la plupart du temps avec les trouvailles, mais disons que le but est un peu le même, c'est d'arriver, l'information utile, c'est de pouvoir prouver un fait, prouver que telle personne est derrière tel site web, etc. L'autre partie, c'est les sources ouvertes. Donc, on parle de sources qui sont publiques. Donc, elles peuvent être payantes. Je veux dire, ça va dépendre. Si, par exemple, vous participez dans un capture the flag de OSINT, à ce moment-là, souvent, ils vont vous dire que le contenu payant n'est pas éligible, mais ça, c'est vraiment pour le but du CTF. Mais en général, on peut utiliser des sources payantes, mais c'est en opposition à tout ce qui est des sources confidentielles ou secrets, des secrets d'entreprise, etc. Là, il y a la zone grise des breaches, qui est des sources pas publiques, mais qui sont rendues publiques. Fait que ça va dépendre des fois des juridictions. Il y a certains, par exemple, corps policiers qui ont des gens qui font de l'OSINT pour faire des enquêtes, mais eux, il faut qu'ils demandent des permissions, par exemple, spécifiques pour utiliser des breaches ou non. Comme journaliste, on les utilise, mais encore, il faut faire attention puis s'assurer que qu'on parle d'informations qui sont d'intérêt public, qui est le terme un peu, c'est ça. Fait que c'est quoi nos sources? Honnêtement, j'en ai mis une petite liste là, mais les sources là, sont juste limitées par votre imagination et notre imagination, puis ce auquel on est capable d'avoir accès. On crée quotidiennement là, des terabits et des gigabits d'informations. En 2025, c'est estimé qu'on va produire par jour, parce qu'en 2018, on produisait comme un donné par année. Donc ça, c'est toutes des informations qui souvent sont publiques, qu'on peut avoir accès. Souvent, quand on pense à OSINT, une des premières sources d'informations, ça va être les médias sociaux. C'est sûr que ça, c'est quelque chose les gens, surtout quand on fait de la recherche sur des individus, c'est une mine d'or. Les gens aiment ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, se mettre en valeur. On va le voir tantôt que des fois, ça peut poser problème. Surtout si jamais, petit spoiler alert, si vous prévoyez une carrière de criminel international, idéalement, mais postez pas toutes vos affaires sur Instagram, par exemple. Ce n'est pas juste des choses en ligne, ça peut aussi être des journaux, des revues, des publications scientifiques, etc. Le contenu des bibliothèques, ça fait partie du OSINT, même si, de nos jours, on est capable, en général, d'avoir accès même à ces sources-là derrière notre ordinateur. Il y a des fois des sujets plus spécifiques dans lesquels certaines personnes se sont spécialisées. Par exemple, les transports. Il y a une mine d'informations en OSINT qu'on peut trouver sur les transports. Juste de suivre les transpondeurs là, au niveau aérien, au niveau maritime. Il y a Bellingcat récemment là, qui ont publié une enquête assez fascinante sur la vente de grains par la Russie, puis comment certains bateaux éteignaient leur transpondeur à tel endroit, puis là, ils voyaient que ça réapparaissait à un autre endroit où il y avait un autre bateau qui était en même temps que celui-là, parce que là, le cargo était transvidé, puis était capable de suivre à ce moment-là la trace là, des flux là, de grains qui partaient de la Russie pour se faire revendre malgré les sanctions financières. L'infrastructure web, dans cette enquête-ci, c'est surtout ça que j'ai utilisé.
Donc, on parle de DNS, des informations dans les bases de données Whois, les adresses IP, puis tout ce qu'on peut trouver qui est public. Puis, il ne faut pas non plus négliger les bases de données il y en a tout plein. Une, par exemple, en termes juridiques, Canly ou la SOCIJ, qui a plein d'informations sur tout ce qui est des décisions judiciaires. Si vous allez au Palais de justice ou même à la Grande Bibliothèque à Montréal, ici, je ne sais pas à Québec si on peut y avoir accès, mais on a accès au Plumitif, qui lui aussi regorge d'une tonne d'informations sur toutes les personnes qui ont été impliquées dans une arrestation, etc. Quand on parle d'images, ça aussi, ça pourrait être un sujet en soi. On peut des fois, ça peut être utile, par exemple, avec une image, de faire une recherche inversée. Est-ce que cette image-là, est-ce qu'elle a déjà été utilisée ailleurs? Est-ce que quelqu'un d'autre sur le web s'en sert? Souvent, ça peut être très bon pour savoir, par exemple, on va souvent dans des campagnes un peu des faux sites web où qui ont, Jean-Guy est vraiment content du service, puis là, tu fais une recherche inversée pour la photo de Jean-Guy, puis tu vois que c'est une image stock, puis Jean-Guy, il a aimé beaucoup de choses sur bien des sites web, là. L'autre chose qui peut être intéressant en vérification de l'information, c'est la photo qu'on me présente, est-ce qu'elle a été prise à l'endroit où la personne dit qu'elle l'a pris? Donc, à ce moment-là, c'est toute la question de la géolocalisation, c'est d'essayer de trouver, est-ce que je peux savoir où est-ce que c'est pris? J'ai fait un travail récemment sur des Airbnb illégaux, puis à ce moment-là, juste avec les photos en ligne, on est capable souvent, très souvent, de trouver l'adresse et donc le nom du propriétaire de cet endroit-là. D'accord. C'est ça. Donc, puis ça, on ne parle même pas des métadonnées, puis ces choses-là qui peuvent des fois être encore présentes sur des images, mais que la plupart des réseaux sociaux maintenant les enlèvent. Donc, rapidement, sur le cycle du renseignement, ça, c'est la version qui est publiée par le gouvernement canadien, donc qui est utilisée par le SCRS. Certains autres sites ou d'autres sources vont la mettre comme en 5 ou 4 parties. Ils vont mettre des fois ensemble exigences, orientation puis planification ensemble, ou ils vont mettre la diffusion, rétroaction ensemble. Fait que tu sais, le principe il est le même. Donc, la première, exigence et orientation, en gros, c'est de définir la question. Tu sais, on ne peut pas se mettre à faire une enquête si on n'a pas une question précise à laquelle on veut répondre. Je dois avouer que des fois, j'ai escamoté cette étape-là, puis là, tu te réalises comme 20 heures plus tard que tu as perdu ton temps parce que tu as trouvé plein d'informations, mais tu ne sais plus vraiment c'est quoi tu cherchais au début. T'sais. Fait que c'est important, il ne faut pas sous-estimer là, cette partie-là. Planification, on va en parler un peu plus longuement dans une seconde, mais en gros, c'est de vraiment comme avoir un plan avant de commencer à collecter puis avant de chercher. La collecte, ça, c'est la partie qui est tout le temps la plus tripante. C'est là qu'on va justement fouiller puis qu'on va chercher nos informations. Puis l'analyse, là, c'est là qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux savoir, puis c'est quoi le chemin entre les deux, ce qu'on appelle le gap analysis. Donc, l'idée, c'est que c'est jamais comme un processus en une fois. Le cycle du renseignement est itératif. Donc, on va commencer à chercher. J'ai trouvé cette information-là. À partir de cette information-là, est-ce que je peux me rendre plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux trouver? Ensuite, on va diffuser puis recevoir la rétroaction. Dans mon cas, la diffusion, habituellement, c'est que j'écris un article. La rétroaction, c'est que je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, la planification. Il y a plusieurs choses. Puis principalement, c'est, par exemple, on va commencer par penser c'est quoi la durée de l'enquête. Dans ce cas-ci, les journalistes de JE nous ont approchés. Puis là, on leur a demandé, c'est quoi votre budget? C'est quand même PKP, Québécois. Je sais que c'est ça, c'est pas un monsieur très riche, mais on s'était dit peut-être qu'il y avait du budget, puis il n'y en avait pas. Fait que ça fait partie un peu des requis, qu'on fallait comme en prendre compte dans notre planification. Donc, on savait que ça, si on le faisait, c'était le soir puis la fin de semaine. Les ressources, on est combien qui vont travailler là-dessus? On a combien de temps? Là, on avait une date quand même assez fixe dans le temps où on savait qu'il fallait qu'on ait une réponse pour eux parce qu'eux, il fallait qu'ils filment à telle date, puis l'émission était planifiée pour être diffusée là, à la fin septembre. L'autre chose, c'est les considérations légales. Puis dans ce cas-ci, il y avait aussi les considérations un peu de est-ce que je joue dans ces plates-bandes ou pas? Parce que je ne voulais pas non plus. Il fallait qu'on fasse attention avec ce qu'on allait faire pour ne pas alerter les cibles, pour qu'eux ferment boutique, puis qu'à ce moment-là, le journaliste ne soit pas capable de terminer sa job. Puis légalement, mais qu'est-ce qu'on fait?
On a dit clairement au début qu'on n'allait pas hacker les serveurs des méchants, là, que ce n'était pas dans notre chose. On ne va pas non plus envoyer des courriels de phishing pour essayer d'avoir je sais pas, leurs adresses IP ou savoir où ils étaient, etc. Il faut aussi penser aux risques pour la sécurité. C'est quoi les risques que ces gens-là soient des méchants qui soient capables de nous faire du mal? Donc, comment est-ce que je me protège quand je fais cette enquête-là? C'est quoi nos sources de données? Comme je l'ai dit, vu qu'on regardait au début des sites web, la première chose qu'on s'est dit, c'est vraiment au niveau de l'infrastructure web qu'on va regarder. Dans notre cas, la conservation des données, ce n'était pas tant en enjeu parce que ça va jusqu'à l'enquête, puis après ça, on finit. Mais il faut y penser. Quand on fait de l'OSINT, si vous faites ça pour une compagnie privée, ces données-là que vous ramassez, vous les gardez pendant combien de temps? Parce que si un jour, c'est vous qui êtes la cible d'une brèche, puis que là, ça coule, que vous aviez plein d'informations privées sur quelqu'un, puis que ça fait 22 ans que vous les aviez, puis qu'il n'y avait pas vraiment de raison, ça va être difficile à justifier. Ensuite, la collecte. Je reviens encore sur le terme légal, c'est important. En général, je vous dirais que, vu qu'on accède à des données publiques, c'est légal parce que c'est public. La personne l'a mis elle-même sur Internet. C'est légal. C'est sûr que des fois, l'OSINT va prendre des formes automatisées. Si on fait du web scraping, là, est-ce que des fois, on va tomber plus dans des zones grises, là, parce que là, on va des fois utiliser des fonctionnalités de façon, comme vous le savez, qui ne sont pas nécessairement prévues au départ, mais qui fonctionnent. C'est principalement des méthodes passives. Fait que ce qu'on fait, j'aime l'expression take nothing but screenshots, puis tu laisses rien derrière toi, puis tu prends rien d'autre que des captures d'écran. C'est vraiment passif. Même des choses, par exemple, comme essayer de reset des mots de passe, en général, on ne va pas le faire parce que ça va envoyer un courriel d'habitude de notification à la cible qui va dire « Hey, il y a quelqu'un qui a essayé de reset mon mot de passe. » Ça m'est d'ailleurs arrivé la semaine dernière. Je venais d'envoyer une question, envoyer à quelqu'un une demande d'entrevue, un groupe auquel je voulais parler, puis 1 heure plus tard, je reçois des alertes de reset de mon mot de passe. Puis là, je suis comme « Ah, nice! » C'est ça. L'autre chose dans la collecte, puis c'est important, c'est limité au but poursuivi. Donc, si je collecte des informations, dans le cas qu'on va parler, éventuellement, j'ai commencé à regarder des amis, puis de la famille, puis ici, puis ça, mais tu sais, à un moment donné, on ne collecte pas parce qu'on se dit, ça, est-ce que j'en ai besoin pour arriver, pour répondre à ma question initiale? Non, c'est que je ne vais pas le collecter. C'est de limiter ça parce que tout le monde, et même les méchants, ont droit à l'intégrité de leur vie privée, ont droit à leur vie privée, fait qu'à ce moment, il faut quand même respecter cela. Les points de pivot, ça, c'est la partie le fun quand on fait de l'OSINT. C'est un terme technique pour dire, tu trouves une information qui te permet de partir de celle-là pour en trouver d'autres. Un exemple, c'est une adresse courriel. Si j'ai joeblow@gmail.com, le JoeBlow, est-ce qu'il est utilisé ailleurs, qui n'est pas une adresse mail? Mais peut-être que c'est son username sur Twitter, peut-être que c'est son username sur Instagram, peut-être que Joe Piblo, c'est son vrai nom. Peut-être que ça va me permettre d'aller plus loin. Avec, par exemple, un site web, les points de pivot qui viennent avec ça, j'ai un nom de domaine, c'est qui l'a enregistré. J'ai une adresse IP, y a-t-il d'autres sites qui sont hébergés avec celui-là qui, eux, peuvent me donner de l'information? Des fois, j'ai, je sais pas moi, un compte Facebook qui, lui, est hyper lockdown. Lui, il a pris le cours de vie privée, là, puis tu ne peux rien voir, mais il y a une photo, puis tu vois les likes, puis la personne qui l'a liké, elle partage tout, puis c'est son voisin ou sa voisine, puis là, c'est ça. Donc, les points de pivot, c'est que tu trouves une information, puis tu dis, comment est-ce que ce point-là va permettre d'en trouver d'autres? L'autre, là, je pense que si je pouvais le souligner 8 fois, c'est documenter. Malheureusement, puis vous le savez tous, là, l'Internet, on dit que c'est là pour toujours, là, mais pas quand on en as besoin. Honnêtement, là, ces affaires que tu ne veux pas qu'ils restent pour toujours, qui sont là pour toujours, mais tu sais, des sites web qui disparaissent, des comptes sur les réseaux sociaux qui disparaissent, des gens ça arrive tout le temps. Donc, c'est vraiment important de documenter, prendre des notes, des captures d'écran, des outils. Il y en a un, puis je ne suis pas commandité, mais c'est payant, c'est Hunchly qui enregistre tout ce que tu fais sur le net pendant que tu le fais. Puis ça m'a déjà sauvé de l'avoir fait parce que j'avais manqué quelque chose, la fonctionnalité n'était plus là, puis pouvoir retourner dans le passé puis dire « OK, c'est là ». Sinon, archive.org, le petit bouton là, dans ton browser pour enregistrer toutes les pages que tu vois, ça peut être bien utile, mais là encore, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Ils ont été poursuivis, je pense, l'année dernière pour quelque chose. Si après-demain, archive.org fait faillite puis qu'ils disparaissent, bien,
c'est quand même une mine d'or d'informations qui disparaît. URL dégriffée, c'est peut-être un détail, c'est surtout dans le rapport. J'essaie de prendre l'habitude, par exemple, là, aux journalistes, quand j'ai envoyé mes liens, je mettais, par exemple, des crochets autour du 2 points, là, HTTPS 2 points, juste pour pas qu'ils cliquent par erreur sur un lien. Pour que si jamais il veut le mettre dans son browser, il faut qu'il fasse vraiment l'effort, juste pour pas que ça se passe un peu par accident. Collecte quelques grands principes. Là. Une chose qu'on ne fera pas aujourd'hui, c'est parler d'outils. Personnellement, je ne suis pas une personne très outil. Là. Je sais qu'il y en a plein qui existent. Moi, mon outil principal, c'est les moteurs de recherche. J'aime beaucoup juste utiliser Google. Les Google Docs, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais tu sais, juste Site 2 points, c'est mon préféré. Celui-là, là, c'est magique. J'ai déjà réussi à trouver des scoops juste en mettant Site 2 points, gouv.qc.ca, File Type 2 points, PDF ou Excel ou quelque chose comme ça. Puis là, de trouver comme un rapport de subvention donné, puis là, tu trouves un groupe bien intéressant, que c'est bien louche, qui a reçu de l'argent du gouvernement, puis là, tu as trouvé une histoire. Donc, des Google Docs comme ça, juste des façons de mettre des mots-clés dans Google pour optimiser ta recherche. Je ne sais pas pendant combien de temps on va encore pouvoir utiliser Google. Honnêtement, je ne sais pas, on pourra en parler après, là, c'est quoi votre expérience, mais c'est un produit qui devient de plus en plus merdique, là, honnêtement. L'image, la recherche par image de Google, elle est rendue brisée, elle ne fonctionne à peu près plus. Puis les recherches, c'est plus difficile. Mais au moins, avec des Google Docs, ça te permet quand même de limiter un peu les dégâts. Wayback Machine, c'est probablement un des autres outils préférés. Souvent, les gens, à un moment donné, ils effacent leurs traces, puis on retrouve beaucoup d'informations. Des fois, juste des versions antérieures de sites web qui, avant, l'équipe était toute là, avec leur numéro de téléphone, avec leur courriel, mais là, dans la refonte du site web, ils ont enlevé ça parce qu'ils trouvaient que c'était peut-être pas une super bonne idée, mais dans Wayback Machine, il est encore présent. Ça nous a aussi été utile dans celui-là parce qu'on regardait bien des noms de domaines qu'on ne comprenait pas. Puis dans Wayback Machine, des fois, je voyais que finalement, Discover Android, c'était une compagnie qui faisait de la réparation de téléphones Android, puis qui était légitime, puis ça nous a permis un peu de comprendre là, le stratagème. L'autre outil que j'ai utilisé beaucoup dans cette enquête-là, c'est Maltego. Maltego, c'est un outil qui fait des graphiques de liens principalement, mais qui a aussi ce qu'on appelle les transforms. Donc, par exemple, à partir d'une entité, par exemple une adresse IP, tu peux lui faire des choses automatisées. Donc, va me chercher tous les sites web qui sont sur cette adresse IP-là. Va me chercher tes informations de DNS. Va me chercher, il y a plein de transforms qui existent, certains gratuits, certains payants. On a approché l'entreprise parce que pour le montrer, Maltego, ça te prend la licence pro. Tu n'as pas le droit de montrer la licence publique. Puis, ils nous ont donné un 6 mois de Maltego pour justement pouvoir comme l'utiliser, puis ensuite le montrer pour l'enquête. Regardez l'heure. OK. Donc, la chasse aux fraudeurs. Donc, on a commencé avec les noms de domaine. On avait quelques noms de domaine, je pense 4, 5, 6, 4 ou 5 maximum. Fait qu'on a commencé avec ça. C'était à peu près le point d'entrée le plus intéressant qu'on avait. Puis je dois avouer qu'on a eu plusieurs faux départs au début. Puis je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, quand on parle dans le cycle du renseignement, il y a l'analyse. Fait que l'analyse, c'est tout le temps, c'est un peu de réfléchir à la façon qu'on est en train de travailler, puis surtout de vérifier nos biais. Puis un biais super important qui arrive tout le temps, c'est « je suis vraiment content d'avoir trouvé quelque chose, donc ça doit être vrai, donc I'm all in ». Alors que souvent, si on va trop vite, des fois, on se trompe. Par exemple, au début, je pensais que j'avais trouvé la personne, j'avais trouvé un courriel « who is »,« yes », mais finalement, c'était l'ancien propriétaire de ce nom de domaine-là. Le pauvre gars, il n'avait rien à voir avec cette fraude-là. Je suis très content qu'on n'a pas mis son nom publiquement sur la télé, parce qu'en fait, je dis, il est là de quelle date à telle date, puis finalement, en regardant attentivement toutes les données, tu dis, regarde, il n'était plus propriétaire probablement au moment des faits, là, quand ce site web-là a transféré sur un nouveau nom de domaine. Donc, il y a plusieurs faux départs qu'on cherchait, puis c'est quand même un peu long d'y aller, là, nom de domaine par nom de domaine. Mais finalement, il y avait une adresse IP qui revenait tout le temps, d'un côté. On avait tout le temps la même adresse IP, puis il y avait beaucoup des sites web, ceux qui poussaient les pubs Facebook, qui étaient sur le même serveur, donc à la même adresse. Puis quelques indices qui revenaient souvent, c'est qu'on voyait que cette
arnaque-là, cette fraude-là avait commencé en 2019. On ne trouvait pas vraiment d'indices ou on ne trouvait pas de site web avant 2019. C'était tout depuis 2019 jusqu'à 2022-2023. Donc, on se dit, bon, il s'est passé quelque chose là, dans ces années-là. L'autre chose, peut-être un détail, à ce moment-là, on n'était pas trop sûr, mais c'était DigitalOcean qui revenait souvent. La personne qui faisait setup, parce qu'il y avait une adresse IP principale, j'en ai trouvé 2, 3 autres où il y avait moins de sites dessus, mais tout le monde était hébergé sur DigitalOcean. Fait que j'ai dit, OK, on a quand même un autre point qui relie ces sites web ensemble. Il y a quelqu'un qui est à l'aise avec cette plateforme-là, et donc ça revient plus souvent. C'est ça. À ce moment-là, c'est ça, le fait que c'était des anciens noms de domaine abandonnés, ça nous a un peu retardé au début, parce que ça a pris du temps avant qu'on réalise, OK, c'est vraiment ça, fait qu'il faut arrêter de regarder des Whois de plus tard, puis comme vous le savez probablement, depuis l'adoption du GDPR, ben, c'est bien difficile d'avoir des informations Whois. Fait qu'on avait beaucoup de données d'avant, puis maintenant, c'est tout le temps, ou presque tout le temps, confidentiel, donc on n'avait pas beaucoup de données depuis 2019. L'autre raison qu'on pense que les fraudeurs utilisaient ça, c'est que sur la plupart des sites web où ils disent « scanner ce nom de domaine pour voir si c'est de la fraude », bien, il y avait tous des beaux crochets verts, puis un des critères qui était vert, c'était « ce site web existe depuis longtemps », parce que Discover Android, par exemple, il y avait une trace sur Internet depuis 10 ans, même si ça faisait peut-être juste 2-3 ans que là, il était utilisé pour de la fraude, puis il n'avait pas été flagué encore. Bon, avant de continuer, un petit rappel très important, parce que j'aime pas ça me faire poursuivre. Personne n'a été formellement accusé dans le cadre de cette enquête, et encore moins déclaré coupable d'un crime. Donc, on a trouvé des gens, mais ils n'ont pas encore eu leur journée en cours. Donc, voilà. Fait que là, notre première percée, ça a été sur un des papiers, c'était comme une genre de facture. Puis, sur cette facture-là, il y avait un nom de compagnie qui était Healthy Herb Stores. Puis ça, c'est un pattern qui revenait tout le temps dans les boutiques. Il y avait tout le temps 3 noms, un après l'autre, avec des tirets. Fait que c'était Healthy Herb Stores, là, il y avait Healthy Herb Store, puis là, il y avait Vitamin Healthy Store. En tout cas, c'était tout le temps 3 mots avec des trucs. Mais il y avait celui-là, puis il y avait l'adresse 6 Borough Court à Liverpool. Puis, Healthy Herb Stores, j'ai fait le test, bon, je vais essayer .com, puis je suis tombé sur une adresse courriel, christiana.berzins@hotmail.com, enregistrée par une entreprise basée en Lettonie. Et voilà. 6 Borough Court, ça c'est une photo de la maison. Vous ne le voyez pas parce que sinon c'était trop gros, là, mais à gauche, ici, là, belle petite rivière, ça a l'air super cute, ça a l'air d'une petite allée piétonnière, ça a l'air vraiment fascinant. Puis, petite maison, un étage, il y a comme 39 compagnies dans cette petite maison-là. Ils sont vraiment occupés. Ils ont aussi des noms particuliers comme Bumfuzzle Power, je sais, Catty Wampus Power, Fat Boys Can Run, LTD, 39 compagnies. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un indice qu'on dit, il y a quelque chose de louche derrière cette histoire-là. En faisant comme, ça c'est Maltego, donc en faisant la cartographie du réseau, on voit finalement qu'il y avait comme 2 facettes, puis à un moment donné, ça s'est comme concrétisé, qu'on faisait affaire comme avec 2 gangs. Fait qu'en bas, ce que vous voyez là en bas, ça c'est centré autour d'une adresse IP. Fait que ça, c'était tous les sites web avec des sites web clonés sur des noms de domaine récupérés, abandonnés, qui, eux, poussaient des pubs Facebook avec des vedettes de TVA, etc. De l'autre côté, on est centré sur principalement l'adresse christianaberzins@hotmail.com. Puis ça, c'était le réseau de boutiques là, qui vendaient les pilules. Quand on faisait le tour de tous les sites web, il y avait comme 3 grands templates. C'est ça. Donc, ce qui est le fun quand tu as une adresse courriel, c'est que tu peux faire le reverse whois. Fait que là, tu dis, au lieu de chercher qui a enregistré le nom de domaine healthyherbstore.com qui me donne Christiana Berzins, je dis, j'ai christianaberzins@hotmail.com, quel site web est-ce qu'elle a enregistré? Puis là, souvent, ça te donne beaucoup plus d'informations. Tu peux aussi aller par nom, des fois. C'est un peu plus... là, c'est plus difficile parce qu'il faut que tu prouves vraiment que, tu sais, John Smith, c'est le même John Smith, là. Il y a une certaine complication. Mais là, on avait 115 noms de domaine. Puis, avec Maltego, j'en ai trouvé 120, parce que toutes les bases de données n'ont pas tout le temps exactement les mêmes retours. Puis
Puis, il avait tout été enregistré au registraire identique, qui est le Center of Ukrainian Internet Names. Fait qu'il avait tout été enregistré à ce registraire-là par la même adresse courriel. Les sites web aussi avaient tout un template semblable. J'en ai vu 3. Il y en avait un qui vendait du CBD, des produits de THC. Il y en avait un qui c'était via keto pour perdre du poids. Puis il y avait... j'aime là. En tout cas, ceux pour les problèmes de dysfonction érectile. Le template des sites web, pas mal tout semblable. Genre de template WordPress, là, tout le temps le même pour les sites web. Mais sur ces sites web-là, tu avais des noms d'entreprises. Puis ça m'a un peu étonné au début. Puis on avait des entreprises, puis à ce moment, il y avait des adresses beaucoup en Angleterre. Puis souvent, les administrateurs étaient, eux, dans les entreprises, soit à Chypre, principalement Chypre. Il y avait un aux États-Unis, mais encore une fois, comme dans des États où tu n'as pas vraiment accès à avoir de l'information sur leur enregistrement. On a trouvé plusieurs entreprises. Malheureusement, ça a été un genre de mur rendu là. L'autre chose qu'on a trouvée, puis ça, c'est grâce à Maltego, parce qu'au début, toutes les adresses IP pour les boutiques étaient toutes différentes. Puis je n'arrivais pas à m'y retrouver là-dedans. Mais finalement, Maltego, il y a un des transforms qui me dit « Trouve-moi les informations sur l'hébergeur ». Puis a réussi à me montrer que c'était tout hébergé par la même entreprise. Miss Hosting AB, c'est une compagnie légitime. C'est juste un host pas trop cher que tu peux louer des serveurs dessus. Donc, tous ces sites web-là étaient sur le même serveur. Fait qu'à ce moment-là, on avait quand même plusieurs indications qui disaient bien, il y a une organisation ou une personne derrière ça. Ils ont tous enregistré les sites web avec la même adresse courriel et sont tous hostés au même endroit. Donc, même s'il y a plusieurs entreprises, des centaines de sites web, ce n'est pas des centaines d'entreprises, ce n'est pas des centaines de compagnies indépendantes là, qui font ça. Du côté des landing pages, là, on a réussi à aller un peu plus loin, heureusement. Fait qu'on avait l'adresse IP qui aujourd'hui n'est pas utilisée, le 165.227.237.37, ça, c'est marqué dans mon esprit pendant longtemps, je l'ai vraiment tapé souvent, qui est hébergé, hosté sur DigitalOcean. Puis là, encore une fois, c'est Maltego qui m'a aidé. Parce qu'au début, c'est ça, je faisais des recherches Whois et tout ça, mais ça devenait un peu, comme vous avez vu sur le graphique, là, ça en fait beaucoup. Puis à un moment donné, c'est que tu perds, en anglais, you don't see the forest for the trees, tu ne vois plus la forêt à cause des arbres, là, tu perds un peu dans tout ça. Mais en regardant les courriels, parce que par exemple, tu peux faire une sélection, mais sélectionne-moi toutes les adresses courriels, les entity adresses courriels. Fait que là, tu as toute la liste des adresses courriels. Puis là, je voyais que la plupart, c'était des adresses anonymisées. Là, vous pouvez écrire à une adresse centrale. Si vous savez, vous avez une plainte sur un nom de domaine, il faut écrire au registraire, puis dire hey, ce nom de domaine-là, il est tout croche. Mais souvent, ça va être une adresse centrale, abuse at le nom du registraire, ou sinon, ça va être un courriel anonymisé. Fait que là, je descendais la liste, puis il y en a un qui est sorti du lot. C'était un certain albertomassa@hotmail.com. C'était la seule adresse qui n'était pas pareille que les autres. Et donc, je me suis dit, qui est ce monsieur Alberto Massa? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut retrouver? Je vais vous montrer ensuite. Ça, c'est dans Maltego. Fait que là, on avait l'adresse albertomassa@hotmail.com qui était reliée, qui avait servi pour enregistrer le nom de domaine DigiKitchen. On va en parler de DigiKitchen dans une seconde. Puis DigiKitchen, il était enregistré à la même adresse IP à un moment donné que tous les autres sites web. Là, je dois vous avouer que quand j'ai trouvé ça, j'ai été content. Je me suis levé de l'ordinateur, j'ai fait une petite danse, je me suis rassis à l'ordinateur. J'étais vraiment, vraiment très heureux. Malheureusement, à ce moment-là, je n'étais pas encore sûr, est-ce que cette personne-là existe pour vrai? Est-ce que, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qu'on avait trouvé, puis qu'est-ce qui nous permettre que cette adresse-là était un peu différente que les autres? On savait que l'adresse albertomassa@hotmail.com avait servi pour enregistrer le nom de domaine digikitchen.com. Puis il avait été renouvelé en février, il a été renouvelé en février 2023. Fait que ça fait pas longtemps. Toutes les autres, c'était des... Tu sais, quand on avait un courriel, je voyais le dernier renouvellement qui datait en général d'avant 2019, des fois là, sur la limite de 2019. Mais là, j'en avais un qui était renouvelé récemment. Aussi, qui était hébergé à la même adresse IP que les sites clonés entre mars et juillet 2023. Fait qu'à ce moment-là aussi, on a comme un pattern qui est beaucoup plus proche parce que ces noms de domaine-là, ils se promènent. On pourra en parler après, là, mais
c'est un peu dur à suivre parce que les campagnes sont courtes, ils font ça 2-3 mois, puis après ça, ça déménage. Dans Maltego, je ne sais pas si vous avez vu, dans la vidéo, on voyait rapidement, il y a comme les résultats de DNS, donc les différents noms de domaines utilisés là, sur le site. Bien, il y avait des sous-domaines, puis 3 de ces sous-domaines-là avaient des copies des sites web clonés. Fait que là, genre, je ne sais pas moi, bonjour.digikitchen.com, ben lui, il avait le site de cosmétiques. Puis allo.digikitchen.com, lui, il avait le site de livraison de nourriture. Fait que là, ça commence à faire louche. Là, on vient de te trouver avec les bijoux dans ton sac là, en sortant du magasin. L'autre chose, c'est que j'ai fait un deep dive dans la vie de M. Massa. On est devenus très proches, lui puis moi. Par la suite, il avait fait une campagne pour une application d'intelligence artificielle qui s'appelait digidrobe.com. Vous voyez la similarité syntaxique entre les deux noms de domaine. Puis Digidrobe, c'était un truc que... Je vais essayer d'expliquer le concept parce que ça me semble un peu louche, là, mais tu mettais des tags RFID dans ton linge, puis là, quand tu sortais ça de ta garde-robe, la machine, elle savait comment tu t'habillais, puis après ça, elle allait te dire comment t'habiller plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, il a fait une campagne Kickstarter qui s'est finalisée, excusez-moi, en février 2019. Ça a été un flop monumental. Ce que vous voyez ici, là, l'image un peu en retrait, c'est justement l'image de sa campagne Kickstarter qui est encore là. Il a ramassé 1 900 $ sur les 65 000 qu'il cherchait. Puis le février 2019, à mon avis, est très parlant. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de ce monsieur-là en 2019 parce que les autres arnaques ont pas mal commencé après ce temps-là. J'ai été revoir récemment où se trouvait digikitchen.com. Puis là, il héberge plusieurs nouveaux sites. La plupart étaient bloqués par Chrome en me disant « Wow, va pas là, c'est super dangereux ». Puis sur un autre, j'ai failli gagner un iPhone, là, parce que j'ai rempli un sondage, puis il me restait juste le dernier piton à peser, puis là, je disais je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui ». Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les autres sites web, comme celui-là était très axé sur le Québec, clairement, il y avait une recherche qui avait été faite pour le Québec, mais j'ai trouvé un autre adresse IP avec plein de sites web, puis eux c'était des clones de sites web espagnols. Je n'ai pas pu voir les pubs, parce que probablement que sur Facebook, on les a pas vus, mais il y avait clairement quelque chose qui targetait là, des gens en Espagne. Puis dans les nouveaux, j'ai même trouvé des choses qui, clairement, c'était écrit en cyrillique, là, fait que c'était clairement pour un public russophone. Fait que, où est M. Massa? Le journaliste, quand il a dit, écoute, on a trouvé ça, là, il était fou comme la merde. Puis là, il dit, je veux aller cogner à sa porte. Peux-tu me trouver une porte où aller cogner? Puis là, il fait challenge accepted. Puis M. Massa, il pose beaucoup sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de photos. Donc, j'ai commencé à regarder un peu ces photos puis savoir où elles étaient. Sur ses réseaux sociaux, il disait qu'il habitait en Thaïlande. Là, ces photos n'étaient pas en Thaïlande. J'avais trouvé des adresses d'entreprises qui étaient enregistrées à Portland, en Oregon. Mais là, je n'étais pas sûr, est-ce qu'il est en Portland, est-ce qu'il est en Thaïlande? Puis, il semblait être en Italie aussi. Donc, à ce moment, ce que j'ai fait, c'est de la géolocalisation des images sur Facebook, Instagram. Honnêtement, je ne peux pas prendre trop de crédit pour cette partie-là. Le 3/4 du temps, il taguait sa position puis il disait dans quelle... tu sais, c'était pas très difficile. Mais il y a d'autres fois où tu avais juste une photo avec une bannière de restaurant derrière lui ou, je ne sais pas, il était assis à une table de restaurant puis tu voyais le menu puis il y avait le nom du restaurant. Fait qu'on était capable, dans presque toutes ces photos, là, quand il ne taguait pas, on était capable de trouver où il était. Le point noir, c'est le nom d'un village qui s'appelle Silvano d'Orba. Puis les points bleus, c'est les premiers, les endroits où que je l'ai géolocalisé. Puis je voyais que finalement, tous ces points bleus-là étaient autour du village de Silvano d'Orba. Pourquoi c'est important, Silvano d'Orba? Le petit chien qui est là, ça, c'était une des premières photos sur lesquelles j'étais tombé en regardant ces sites. Puis elle, la seule chose, il était juste tagué Silvano d'Orba. Je l'avais enregistré, pris screenshot, mis de côté, pas trop pensé à ça. Puis c'est plus tard, en faisant toutes les autres, que je me suis dit, ben t'as peu, là, Silvano d'Orba, c'est quoi cette affaire-là? Pour voir, ben OK, c'est en plein centre de tous mes autres sites. Ce qui m'a permis, puis certains vous disent, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début? Je ne sais pas, je ne suis pas très vite des fois. J'ai fait une recherche pour le nom de l'individu et le nom du village.
Puis là, je suis tombé sur un enregistrement d'une nouvelle entreprise qui avait enregistré en Estonie avec la même adresse courriel, à hotmail.com, puis une adresse physique à Silvano-d'Orba. Malheureusement, on n'a pas pu aller cogner à la porte. Ça passait proche, là. Théoriquement, il y avait une équipe de journalistes attachés là, à TVA qui était en Italie, mais là, c'était trop loin, il ne pouvait pas y aller, puis il n'y avait pas le budget, tout ça. Fait qu'il n'a pas pu aller cogner. Puis avoir accès au registraire des propriétés, là, comme au Québec, c'est assez facile. Là. Tu payes $1 par clic, puis tu as accès là, à pas mal toutes les informations. Mais en Italie, c'est compliqué. Donc, on n'a pas réussi à avoir les preuves de la propriété. Sa sœur aussi, elle avait une entreprise enregistrée à cette adresse-là. Fait qu'est-ce que c'est vraiment lui, c'est sa sœur? Mais on avait quand même une adresse où était très probablement ce monsieur-là. La raison aussi de l'enregistrement en Lettonie, dans nos hypothèses, c'est que cette entreprise-là, ils vendent, en gros, ils te vendent le service de te faire des entreprises. Il y a des centaines d'entreprises enregistrées là, par cette entreprise-là. Puis ça te permet, ça vient avec un compte de banque européen. Fait que c'est très pratique pour des gens à l'extérieur de l'Europe parce qu'ils peuvent avoir à ce moment-là une compagnie européenne. Puis aussi pour faire du changement, tu sais, te faire payer dans des devises étrangères puis les avoir dans ton devise, ça facilite le processus. On dit, bien, si tu travailles pour des gens qui achètent leur nom de domaine au centre des noms ukrainiens, ben, peut-être qu'ils ne te payent pas en euros. Fait qu'à ce moment-là, ça peut faciliter. Il y a certains mystères qui persistent. À un moment donné, comme je disais au début, on avait des requis, dont le budget, et le temps, qui ont fait qu'à un moment donné, il fallait arrêter. On dit, regarde, on a trouvé ça, on n'a pas les ressources pour aller plus loin. Fait qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas réussi à trouver. Je vous ai dit tantôt qu'on faisait un balado. Bon, dans le dernier épisode, on a parlé un peu de notre retour sur l'enquête. Puis Catherine, ma collègue, elle m'a dit pendant l'épisode que finalement, c'était inquiétant un peu pour ma santé mentale pendant cette période-là, parce que j'étais un petit peu focus, surtout sur les noms d'entreprises. C'était qui les prête-noms pour tout ça. Il y a certains noms que j'ai cherchés dans toutes les orthographes possibles, là, en alphabet que nous on utilise. J'essayais en russe, en ukrainien, pour essayer de voir est-ce que je suis capable de trouver ces personnes-là sur les réseaux sociaux, etc. Par exemple, Christina Berzins, ben, je ne sais pas si cette personne existe. J'ai vu des comptes Facebook et tout ça de centaines de personnes avec ce nom-là. Je ne sais pas si elle existe. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait hacker son compte de courriel puis que ça n'a aucun rapport avec son nom. Peut-être quelqu'un qui a créé un compte Hotmail avec un nom complètement random. J'en ai aucune idée. Puis pour l'instant, on n'a pas j'ai quelques pistes qui existent, mais qu'on n'a pas réussi encore là, à pousser plus loin. On ne sait pas vraiment qui est derrière ces sites de vente-là pour du vrai. La personne qui achète les noms de domaine, peut-être que sa job, c'est juste d'acheter les noms de domaine, puis il prend qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'hébergement. L'adresse de Six Boroughs Court, c'était une des adresses d'une des entreprises aussi qui était enregistrée, nommée là, sur les sites web. Mais sur ces 39 entreprises, on avait trouvé une, là, Findex IQ Limited, qui est sur la liste des entreprises sanctionnées parce qu'elle est suspectée d'avoir des liens avec la Russie. Donc, elle est sanctionnée. L'autre mystère, puis ça aussi, chez Catherine, on a fait beaucoup de recherches à ce moment-là, puis on n'a pas réussi à trouver, c'est qui fabrique ces pilules-là? Notre hypothèse principale, c'est que c'est probablement une compagnie de dropshipping, là, fait que c'est comme une... Les vendeurs ne voient jamais la couleur de ces pilules-là. Eux, ils ont leur branding, ils ont le client, puis ils font juste dire à la compagnie, ben, tu mets notre étiquette, puis tu l'envoies à telle adresse. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. On a fait beaucoup de recherches avec la liste des ingrédients pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui revient avec ça, mais on n'a pas réussi à trouver. Donc, il reste quand même quelques mystères, puis si, c'est ça, il y aurait encore du travail à faire pour aller plus loin. Puis comme je vous dis, c'est clair que ce service-là, par exemple, de faux site web pour pousser de la pub, ben c'est un genre de software as a service que tu peux engager les services parce qu'on voit que ça a été utilisé pour différentes campagnes, là, pour différents marchés, disons. Une chose qu'on sait, par exemple, c'est que, les fraudeurs, ils ont un sens de l'humour, puis qu'ils ont vu l'émission SJE. Le journaliste m'a texté, je pense, une semaine après que ça soit passé à la télé en disant « Hey, tu ne croiras pas à ça, check ça. »
Puis là, il m'envoie le lien puis les captures d'écran d'une publicité pour Male Enhancement. Là, c'est très drôle parce que la pub, ça dit pour avoir une érection comme dans 18 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, comme dans 18 ans, je ne suis pas sûr que c'est super rassurant. Mais en tout cas, puis là, il y avait une photo de Félix Séguin, qui est l'animateur de l'émission JE. Puis là, ça dit justement, nous avons rencontré l'un des plus grands enquêteurs du Canada. Il nous a parlé de ses problèmes. Donc, ils ont clairement vu l'émission et c'est quand même... En tout cas, je trouve qu'ils ont quand même du culot, là. Ça m'a... c'est ça. Donc, mais c'est ça. Il reste quand même qu'il y a encore des chemins à faire. Vous avez mes informations de contact qui sont là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Pas à ce que je sache, parce que nous, on remettait les informations aux journalistes. Je ne sais pas ce qu'eux ont fait plus tard avec ça. Bien, c'était un peu difficile. Je sais qu'il y avait beaucoup de... Le gros problème dans cette histoire-là, c'est que quand tu reçois un produit, tu t'es pas fait frauder parce que tu as eu ce que tu achetais. Fait que les gens achetaient des pilules, ils se faisaient livrer des pilules. Fait que quand ils appelaient la police ou même leur compagnie de carte de crédit, souvent ne les remboursaient pas parce qu'ils disaient « Avez-vous reçu les pilules? » Puis ils disaient « Oui, je les ai reçues. » Bien, on ne peut pas faire grand-chose parce que des fois, tu fais sur le renouvellement. Là, ça, il allait peut-être pouvoir dire « OK, ça, c'était frauduleux. » On voit que c'était un peu caché sur le site web, ça ne paraissait pas. Il y avait comme un truc coché, mais que vous ne voyiez pas. Mais ça, c'était une des genres de passe-passe un peu légales qu'ils utilisaient. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau légal plus loin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vais être dans le coin encore un peu. Moi, je suis gêné de poser, là, fait que oui. En lien avec cette question-là, quand tu collabores avec un journaliste, tu fais ce travail-là, pour X raisons, le journaliste est rendu ailleurs et quelque chose est plus sur le dossier. Est-ce qu'à un moment donné, ces données-là se font recirculer dans la communauté ou le monde recommence from scratch? Qu'est-ce qui arrive en dehors de cette bulle-là pour ce journaliste? Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il y a comme un côté que tu ne voles pas la job de l'autre. Dans ce cas-ci, on avait accepté de participer, on avait accepté de ne pas en parler avant qu'il sorte, qu'on n'a pas parlé à personne qu'on faisait ça, mais on avait carte blanche après. Une fois qu'on a publié, bien là, vous faites ce que vous voulez avec le travail que vous avez fait. Je dis, c'est correct si je présente, par exemple, au Hackfest ou à tout, puis c'est ça, il n'y avait pas de problème. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règles générales, mais c'est sûr qu'habituellement, les informations ne sont pas recirculées. Si il y a le journaliste de TVA, il y avait nous qui avions les infos, probablement qu'il nous aurait permis de sortir avec si lui avait décidé de ne pas faire ça, mais il avait déjà mis beaucoup de temps quand il nous a contactés. C'était déjà... Lui publiait, peu importe ce qu'on trouvait. Il y avait déjà assez de stock pour au moins dire, mais regarde, il y a telle fraude qui existe. Là. Oui, en arrière? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Il faudrait demander à la police. Ben, tu sais, en même temps, souvent c'est parallèle, hein, le journalisme puis la police, là, dans le sens que si la police le fait, ils ne vont pas en parler habituellement. Tu vas le savoir quand ils vont avoir arrêté une personne, mais ce n'est pas vraiment dans leur intérêt de dévoiler les enquêtes en cours. Puis en général, ils ne vont pas en parler. Puis souvent, il y a des enquêtes policières qui commencent parce que des journalistes en ont parlé avant. Toutes les enquêtes sur les scandales des commandites, ça a commencé parce qu'il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont fait sortir quelque chose qu'à un moment donné, tu n'avais pas le choix. Bon, ça a donné ce que ça a donné, mais c'est un autre débat. Mais c'est ça. Oui? Probablement, mais en même temps, ce qu'on voit, puis on a collaboré avec pour une autre enquête, où on est allé beaucoup moins loin, on a juste comme fait un peu un survol pour plus d'explication de ce qui se passait. Puis là, les gens, ils avaient perdu des dizaines de milliers de dollars, mais ils appelaient la police, puis la police leur disait, ben, je ne sais pas quoi faire. Puis ça n'allait pas plus loin. Fait que malheureusement, je pense que les corps policiers, Catherine en parlait hier dans sa présentation, ils ont très peu de personnel formé pour tout ce qui est cyber.
ces gens-là sont déjà débordés avec ce qui est la pédopornographie, ce qui est le terrorisme, etc. La fraude là, par quelqu'un qui est en Italie ou c'est vraiment loin dans leur... ou même, on parlait hier de violence conjugale, les ressources ne sont pas là. Fait que, je pense que, en tout cas, c'est un problème en ce moment, mais tu sais, ouais. Je pense en arrière, monsieur, oui, puis après vous. Oui, ça arrive. C'est pour ça que ça te prend un VPN des fois, puis là, tu changes ton adresse IP. Là, c'est pratique. Tu repars sous un faux nom, un autre nom. Ça n'arrive pas très souvent. Souvent, ça m'arrive, c'est avec une adresse VPN souvent que je me fais bloquer, parce que là, probablement qu'il y a d'autres mondes qui ont fait des niaiseries. Là, fait que ça arrive des fois où tu as vraiment beaucoup de captcha. Tu en cliques là, des photos de lumière là, pour pouvoir continuer. Là. Mais bloquer, c'est pas arrivé. Ça m'est arrivé avec certains Google Docs, tu sais, site SPVM, machin, Excel, ça oui, ça m'est arrivé. Mais, oui, monsieur? OK. OK. Bien, je pense que ça leur prend clairement des ressources pour le faire. En tout cas, dans l'autre, on peut dire 2 mots là-dessus. Je pense qu'on a-tu 2 minutes, là? C'était une enquête, c'était une fraude de crypto-monnaie. C'est une genre de fausse... Ce qu'on te dit, c'est qu'on t'offre un job, puis ta job, ça va être de liker, de regarder des vidéos puis de faire des likes là, sur une application, puis tu es payé vraiment cher pour faire ça. Fait que, tu sais, ça avait l'air un peu trop beau pour être vrai, mais la petite arnaque après, c'est que si tu veux recevoir l'argent que tu as gagné, bien, tu dois payer pour débloquer tes fonds. Puis c'est encore mieux parce que si tu vas chercher tes amis et ta famille, puis que là, ils sont en dessous de toi, bien là, tu vas recevoir un pourcentage de leur commission, puis tout ça. Puis les gens payaient au début, c'était comme un 100$ là, puis là, ils recevaient des petits montants, puis là, tu payais 1000$. Mais après, il y a des gens qui payaient des 10 000, des 5 000, des 15 000 $ pour monter de niveau. Puis là, du jour au lendemain, la compagnie fermait, les comptes de crypto-monnaie étaient vidés, puis c'est ça. Puis là, ces gens-là, ils appelaient la police, puis le problème, c'est que c'est des gens partout, mais tu sais, il n'y avait pas de réponse centralisée. Fait que, tu sais, la personne qui est à Laval, elle appelait le poste de police à Laval. La personne qui est à Manicouagan, elle va appeler, je sais pas, le poste d'SQ le plus proche. Fait qu'il n'y avait pas rien de centralisé. Puis la part des corps policiers, ils sont comme, ben crypto quoi? Tu sais, ou s'ils connaissent ça, ils sont comme, ben je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? Ils n'ont pas les ressources. Fait que c'est clair qu'il y a une nécessité d'avoir au moins, en tout cas, d'avoir que quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que c'est l'SQ, est-ce que c'est la GRC, qui pourrait centraliser un peu, puis avoir justement des mandats, des liens avec Interpol pour justement pouvoir agir, comme le monsieur qui est en Italie, ben, l'adresse, ce serait le fun que quelqu'un puisse aller cogner puis voir qui est là. Puis, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ou juste un mandat à DigitalOcean pour avoir les informations qu'eux ont de connexion, etc., parce qu'il y a probablement une mine d'or d'informations dans ces logs-là. Mais oui, c'est... Oui? Tu disais au début qu'il y avait beaucoup du monde de Québécois qui étaient associés à ces campagnes-là. Est-ce qu'il y a eu des stratégies légales, puis ils ont des ressources pour arrêter ça de leur côté? Non. Puis justement, c'était pour ça qu'ils ont fait cette enquête-là, parce que c'était plus pour sortir, pour dire, regarde, arrêtez d'acheter les pilules, c'est pas vrai que c'est nous autres. T'sais. Fait que c'était plus de la sensibilisation, parce que ta mise en demeure, tu l'envoies à qui? Ben, on le voit, on a nommé son nom, puis la semaine d'après, il y avait une pub avec le journaliste qui disait... fait que c'est ça, c'est plus de la sensibilisation, puis dire, regarde, ces pilules-là, non, c'est pas vrai que Nathalie Simard les vend, ou c'est pas vrai que docteur un tel qui est à la télé les vend, là, mais beaucoup de gens y croyaient, puis étaient vraiment convaincus là, que c'était eux. Puis c'est quand même fascinant, parce qu'il y avait clairement des gens qui faisaient ce job de marketing-là, mais ça se peut que ce soit un contrat à un pigiste quelque part, puis on lui dit, écoute, on veut faire une étude de marché au Québec, peux-tu me nommer les 10 célébrités qui seraient peut-être susceptibles d'endosser telle affaire, puis la personne te fait un genre de beau rapport de marketing, puis tu sais ça,
des compagnies légitimes font la même affaire, là. Ils font ça, fait que probablement que ces gens-là payent des gens pour faire ce travail, parce qu'il y avait vraiment un travail de recherche clair, tu sais, comme les pilules, c'était quand même des trucs qui pouvaient être crédibles, là, en tout cas, entre guillemets. Oui? Bien, je pense qu'au niveau tu sais, de l'histoire de rembourser, ça, il y aurait comme quelque chose probablement à faire là. Tu sais, le fait que si tu as reçu un produit, même si c'était de la boîte, tu ne peux pas te faire rembourser parce que tu avais juste à pas acheter de la boîte. Tu sais, c'est comme la compagnie de crédit ne va pas te rembourser d'avoir fait un mauvais choix, là, mais oui, il y aurait probablement quelque chose à faire là, mais je ne sais pas au niveau légal comment ça pourrait se traduire, là. Quoi? On va les prendre les prochaines à l'extérieur, quand il faut laisser la place pour les prochains panélistes. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles. Notre speaker de 15h30 n'est pas encore arrivé, donc on regarde une solution, puis on vous revient avec un update.
Sorry guys, le talk va être annulé, donc la personne ne s'est pas présentée, il ne nous a pas avisé, donc malheureusement il n'y aura pas de talk.